Le Hamas contrôlait totalement tout ce qui se passait à Gaza. Ce qui est stupéfiant, c'est que nous avons désormais des preuves irréfutables sur la manière précise et l'ampleur de ces faits. Le pire, c'est que les organisations internationales n'ont pas seulement été victimes de ce régime digne de la Stasi, elles en ont été complices. Aujourd'hui, nous vous proposons une exclusivité. La première interview en anglais. Olga Deutsch est la vice-présidente de l'organisation non gouvernementale Monitor. Et la semaine dernière, ils ont publié un rapport explosif reliant toutes les organisations de défense des droits de l'homme opérant dans la bande de Gaza au groupe terroriste Hamas. Olga, bienvenue. Merci de m'accueillir, Flora, comme toujours. C'est vraiment incroyable ce que vous avez révélé la semaine dernière. Alors, je veux que tu nous replonges dans le contexte. Quand cette recherche a-t-elle débuté? De quoi s'agit-il et qu'en apprend-on? C'est incroyable et anormal, nous en parlions en arrivant au studio. Il n'y a rien que la plupart d'entre nous ne savaient pas déjà. Le Hamas contrôlait totalement tout ce qui se passait à Gaza. C'était en quelque sorte un petit pays façon Stasi là-bas. Ce qui est explosif et incroyable, c'est que maintenant, nous avons des preuves irréfutables et concrètes de la manière exacte et de l'ampleur à laquelle cela se produisait. Tu veux dire la méthode qu'ils ont utilisée? Donc, toute cette histoire a commencé il y a quelques mois. Lorsque nous avons obtenu les documents originaux du Hamas que les soldats de Tsahal avaient saisis à Gaza au cours des dernières années, puis que Tsahal les a déclassifiés. Nous sommes toujours organisation non gouvernementale Monitor, les seuls à les avoir actuellement. Il nous a fallu quelques mois pour les traduire de l'arabe, mais il ne s'agissait pas seulement de les traduire. Comprendre ce que les documents nous disent vraiment, de qui ils proviennent et comment tous ces documents sont liés à nos sujets. En fait, les documents nous permettent essentiellement de cartographier complètement comment le Hamas a instrumentalisé l'aide humanitaire internationale et toutes les organisations internationales opérant à Gaza et par conséquent les a transformées en armes de guerre. Cela a servi le Hamas à des fins militaires, stratégiques et de relations publiques. Évidemment, De quand datent ces documents? Que rapportent-ils? Que nous disent-ils exactement? De quelles années parlent-ils? Et peut-être donnez-nous quelques exemples de ces organisations non gouvernementales, qu'ils instrumentalisent. bien sûr. Donc, les documents sont essentiellement des rapports rédigés par des employés du ministère du Hamas à leurs supérieurs. C'est ça. Le ministère, en termes courants, c'est le ministère de la police, le même ministère qui était chargé de lutter contre les dissidents locaux opposés au Hamas était aussi responsable de l'aide internationale et des organisations non gouvernementales internationales. Cela montre combien il jugeait l'aide et les organisations non gouvernementales internationales stratégiques. Mais au-delà de cela, cela montre aussi quel type de méthode ils utilisaient pour les contrôler. Les documents couvrent la période allant de 2018 à 2022. Donc, juste avant le 7 octobre, cela donne une image assez précise de la vie ou du travail humanitaire tel qu'il était avant le 7 octobre. Donc, les rapports vous diront que, par exemple, le Hamas surveillait toutes les organisations d'aide et tous leurs employés. Chaque organisation non gouvernementale, chaque organisation devait soumettre une liste d'employés qui devait être approuvée par le Hamas. Chaque subvention et chaque bénéficiaire devait être approuvé par le Hamas, ce qui leur donnait en fait un contrôle total sur la destination de l'aide. Mais plus que ça, et c'est probablement le plus important, la chose la plus folle, le Hamas a insisté pour ce qu'ils appelaient des garants, c'est-à-dire qu'ils plaçaient une personne du Hamas à un poste élevé dans chaque organisation. Et cette personne avait deux objectifs. Premièrement, servir de liaison pour contrôler où va l'organisation non gouvernementale, ce que fait l'organisation. Et deuxièmement, s'assurer que l'organisation ne voit pas, selon leurs propres mots, ce qu'elle n'est pas autorisée à voir. Wow! Donc, par exemple, vous aurez une organisation médicale, n'est-ce pas, qui serait intéressée à fournir des services dans les hôpitaux et les centres médicaux. Donnez-nous un nom. Eh bien, vous savez, parmi la cinquantaine d'organisations qui sont mentionnées dans le document, vous trouverez des noms comme Médecins sans frontières,
comme le Conseil norvégien pour les réfugiés Oxfam, le Handicap United. De très nombreuses organisations parmi les plus grands noms. La Croix-Rouge en fait partie. Cette Croix-Rouge n'en fait pas partie. Mais ils géraient essentiellement une sorte d'organisation de cartes, si tu veux. Sur la base de la surveillance qu'ils faisaient, ils surveillaient les gens et rédigeaient des rapports qui allaient dans des détails incroyables. Qui disait, par exemple, elle s'habille de façon modeste. Selon la charia, celui-ci entretient une relation immorale avec une femme qui n'est pas sa femme. C'est comme dire, on accepte certains, pas d'autres. Ou alors tout le monde avait la même étiquette. D'abord, ils avaient une fiche sur chacun. Littéralement, surveillance par caméra et personne, puis consignation écrite systématique. Sur cette base, chaque organisation et chaque garant d'organisation, n'est-ce pas? La liaison était classée dans l'une des 3 catégories, coopérative, moyennement coopérative ou non coopérative. Maintenant, il nous suffit de comprendre ce que signifie coopératif ou non coopératif selon les termes du Hamas. Non coopératif ne signifie pas que l'organisation ne suivait pas la ligne. Cela veut simplement dire qu'elle ne le faisait pas de manière volontaire. Elle devait être convoquée par le Hamas. Et pourtant, ils ont quand même joué le jeu. Parce qu'il était absolument impossible de faire un quelconque travail humanitaire ou de défense des droits de l'homme sans suivre la ligne. Olga, quelle est l'ampleur de l'industrie de l'aide humanitaire à Gaza? Parce qu'on parle de plus de 50 organisations, de quoi parle-t-on exactement ici? En termes de personnel et de personnes impliquées? Donc, il n'y a pas de chiffre précis, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un domaine qui est totalement opaque, ce serait l'aide humanitaire à l'échelle mondiale. Mais laissez-moi vous donner un chiffre qui va résonner après le 7 octobre, d'accord? Les Nations Unies ont lancé un appel d'urgence pour le dernier trimestre de 2023, donc les 3 mois après le 7 octobre, et ils ont demandé à la communauté internationale de réunir 1,6 milliard de dollars uniquement pour Gaza en aide d'urgence. Pour les 3 mois, Pour les 3 mois après le 7 octobre? après le 7 octobre, la plupart d'entre nous, quand on parle d'aide humanitaire, on pense à la nourriture, aux laits infantiles, à la nourriture, aux médicaments, n'est-ce pas? Ce que très peu de gens savent, c'est qu'entre 10% et 1/3 de l'aide va généralement à de l'aide non matérielle, c'est-à-dire à des projets politiques. Maintenant, pour vous plonger encore plus dans les détails de tout cela, lorsque nous examinons de plus près pour voir ce que sont réellement ces rapports, ces projets de plaidoyer politique, nous les relions à des organisations palestiniennes qui font pression sur la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, les Nations unies, la commission d'enquête. Donc la propagande, Alors l'image devient encore plus grande. en d'autres termes, l'aide qu'ils reçoivent, 1/3, ou 10% à 1/3, sert à la propagande des terroristes. Pourquoi? Et c'est essentiellement, je pense, le plus important. Vous savez, on peut entrer dans les détails de plus en plus sur la façon dont ils l'ont fait exactement. Mais le fait est que le Hamas savait très bien que leurs opérations militaires complétaient leur récit, leur guerre politique qui était internationale. Cela fait partie de leur stratégie. Cela fait partie de leur stratégie. C'est ainsi qu'ils ont normalisé leurs activités, qu'ils ont normalisé leurs récits. Et le pire, c'est que les organisations internationales n'ont pas seulement été victimes de ce régime semblable à la Stasi, elles ont été complices. Imaginez, un des documents que nous avons révélés le montre. Chaque hôpital à Gaza avait une aile du Hamas. Que tout le monde à l'hôpital, y compris le monde organisé des organisations non gouvernementales, le savait, Ils le savaient. qu'ils le savaient, mais pas seulement. Ils savaient que lorsqu'il y a des membres du Hamas dans le bâtiment, personne ne doit s'approcher de cette aile maintenant, avec tout ce que nous savons aujourd'hui. Imaginez une situation où, au cours des 2 dernières années, les forces de défense israéliennes ont bombardé juste à côté d'un hôpital à Gaza, et les organisations non gouvernementales savent exactement pourquoi les forces de défense israéliennes font cela. Mais non seulement elles suivent la ligne officielle, mais ce sont elles les premières à condamner Israël pour avoir ciblé des civils. Pour avoir ciblé des civils, vous savez, des hôpitaux, des cibles civiles, et ainsi de suite. Donc, la complicité était incroyable. Supposons, car on me met toujours au défi quand je parle dans le monde entier, dans les parlements, mais regardez, c'est
C'est un territoire contrôlé par une organisation terroriste, donc pour fournir de l'aide, il faut faire tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Supposons que cela ait été vrai jusqu'au 7 octobre, dans une certaine mesure, mais qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre? Nous avons eu tellement de preuves révélées publiquement sur la complicité des employés de l'UNRWA, sur le fait qu'ils détiennent des otages, et ainsi de suite. Aucune organisation non gouvernementale n'a pris la parole pour dire qu'il y avait quelque chose de pourri dans le système, qu'il y avait un problème structurel. Pas parce qu'elles ne le savent pas, Elles le savent. mais ce que tu dis, c'est qu'elles savent. Ce n'est pas qu'elles ignorent. C'est parce que soit A, elles ont leur propre agenda politique, soit B, elles ferment simplement les yeux et font comme s'il n'y avait rien à voir pour pouvoir continuer leurs activités. De toute façon, en connaissant toute l'ampleur de ce qui se passait là-bas et à quel point elles ont facilité les actions du Hamas, surtout maintenant. Au cours des dernières années, alors qu'il y avait tant de polémiques autour de l'aide humanitaire, tant d'accusations portées contre Israël concernant la famine, le génocide et ainsi de suite, on aurait pu s'attendre à ce qu'au moins l'un d'entre eux se manifeste et dise « Écoutez, ce n'était pas parfait, c'était horrible ». Mais à l'avenir, nous voulons vraiment apporter de l'aide aux personnes dans le besoin. Et maintenant, Et non seulement cela, mais ils s'opposaient activement à la Fondation d'aide humanitaire de Gaza comme une alternative qui n'incluait pas le Hamas. Les organisations non gouvernementales s'y sont opposées. exactement. Pourquoi? Eh bien, Se débarrasser d'eux-mêmes parce que c'était comme leur résonance. c'est la question à 1 million de dollars. Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Nous pouvons seulement spéculer, n'est-ce pas? Et c'est certain, certains d'entre eux sont sûrement idéologiques et prennent parti. Je pense que le conflit israélo-palestinien, même dans le contexte de l'aide humanitaire, est le conflit le plus politisé qui soit. C'est le seul endroit où vous avez des travailleurs humanitaires, des médecins qui arrivent avec des idées politiques toutes faites et des opinions qu'ils associent ensuite à leurs services médicaux, n'est-ce pas? Cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde. Oui, Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intrinsèquement défaillant dans le système de distribution de l'aide. Comment les gouvernements du monde entier choisissent les organisations avec lesquelles ils travaillent, celles auxquelles ils font confiance, n'est-ce pas? Et surtout maintenant, alors que nous parlons de la deuxième étape, qui n'inclut pas seulement le désarmement du Hamas, mais aussi la question de savoir qui va gouverner Gaza, qui va bâtir. nous devons comprendre le prix qui est actuellement associé à la reconstruction de Gaza. Il s'élève à environ 70 milliards de dollars pour les prochaines années. Il n'y a pas d'économie à Gaza en dehors de l'aide internationale et des fonds pour la reconstruction. C'est la seule économie, ce sera le seul employeur, n'est-ce pas? Et le seul moteur, le moteur économique de Gaza. Donc la question de savoir qui distribue cela, qui en a le contrôle, devient d'autant plus centrale. Olga, organisation non gouvernementale Monitor, que tu as dirigée si brillamment pendant tant d'années. Toi et Gérald êtes des expertes pour suivre l'argent. Qu'est-ce que tu peux nous dire que nous ne savons pas sur la façon dont l'argent s'est en quelque sorte créé lui-même? Et tu sais, si les gens savaient que ça allait à des terroristes, si de grandes organisations internationales étaient d'accord avec ça, ou est-ce que ça a été fait très discrètement et séparément? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tout ce système? Eh bien, je pense que c'est une excellente question, et généralement pas une à laquelle on peut répondre par oui ou non, ou en une seule phrase. Tu sais, on parle beaucoup du financement du Qatar, n'est-ce pas, ou du rôle que la Turquie va jouer à l'avenir. Et nous savons qu'eux aussi ont beaucoup financé à Jérusalem-Est et sont même déjà investis à Gaza. Mais ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles pour nous à contrôler, à surveiller. Il n'y a aucune transparence. Nous parlons d'États qui soutiennent le terrorisme de nombreuses façons depuis des décennies. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur l'aide internationale. Quand nous parlons de la communauté internationale, nous parlons en fait d'une trentaine de pays développés. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, l'Union européenne et seuls ses États membres les plus riches. Dans une certaine mesure. Donc le cercle est très restreint, n'est-ce pas? Et c'est comme ça depuis les accords d'Oslo. Ils ont détourné des centaines de millions, probablement des milliards de dollars d'aide À qui? aux organisations palestiniennes et internationales,
Maintenant, si vous mettez de côté l'autorité palestinienne, l'aide qui va directement à l'autorité palestinienne, il reste encore une quantité incroyable d'argent qui va aux organisations internationales. Et ensuite, elles opèrent à l'intérieur de Gaza, puis vers l'Organisation des Nations Unies, et ensuite vers des organisations locales. Et elles s'occupent de toutes sortes de projets. Elles couvrent des projets agricoles, des projets d'infrastructure. Ces deux types sont considérés comme de l'aide humanitaire ou des projets liés aux droits de l'homme. Dès que la destination de cet argent et la façon dont il est distribué sont des questions cruciales. Et ça, je peux vous le dire, la plupart des parlementaires dans le monde eux-mêmes ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et c'est presque comme si, ce n'est pas qu'ils s'en fichent, Olga, mais c'est comme s'ils avaient, presque. La transparence est quelque chose de secondaire par rapport au fait de donner l'impression qu'ils font la bonne chose. Nous avons tendance à croire que ce sont aussi de petites sommes, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas de petites sommes. Jusqu'au 7 octobre, presque automatiquement, les parlementaires et même les membres du Congrès considéraient ce sujet comme quelque chose de marginal à côté de l'UNRWA. Ce n'est rien d'important et ce n'est tout simplement pas vrai. On parle de milliards de dollars. Personne ne s'interroge sur le fait que la direction du Hamas à Doha soit composée de milliardaires. Personne, absolument personne ne se demande comment il se fait qu'il y ait essentiellement une population d'oligarques. Comme toutes les autres organisations terroristes, le Hamas utilise aussi des terroristes dormants, c'est-à-dire qu'il leur offre des emplois lucratifs, souvent dans des mosquées ou des organisations non gouvernementales à travers le monde. Exactement, dans des organisations œuvrant pour le bien-être, les droits de l'homme et des questions sensibles ignorées par leur gouvernement. Pour plusieurs raisons. D'abord, ces emplois sont lucratifs, mais aussi c'est là qu'ils mobilisent, recrutent et radicalisent, qu'ils diffusent leurs discours et étendent leur influence politique. Bien au-delà de Gaza, il existe un lien direct entre ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe dans les rues de Washington, Toronto, Berlin ou Paris. C'est effrayant, Olga. C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils utilisent maintenant la propagande. Ils utilisent l'aide comme propagande, l'argent et la radicalisation de ces sociétés qui leur donnent cet argent à la base. C'est un cercle vicieux et toxique. C'est un cercle vicieux car les organisations terroristes savent que les mots comptent. Bien sûr. Les armes ne sont pas le seul moyen par lequel elles mènent leur guerre de terreur. Même avec des experts en contre-terrorisme, évoquer Al-Qaïda, Daesh ou d'autres groupes terroristes relèvent de connaissances communes. Mais pour les organisations terroristes palestiniennes comme le Hamas, la plus grande et la plus violente, c'est différent. Mais laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas tromper. Le Front populaire de libération de la Palestine est L'islam palestinien. le Front populaire de libération de la Palestine est politiquement le plus actif. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Où les vois-tu? Dans les parlements et au Congrès, et en abusant des droits de l'homme comme d'une arme. L'instrumentalisation des droits de l'homme concerne aussi les organisations non gouvernementales liées au Front populaire de libération de la Palestine, comme Al-Haq, comme Défense des enfants internationale, Bar Palestine, comme Al-Mezan. Le département d'État, rien qu'en septembre, a désigné 3 de ces organisations pour leurs activités de guerre juridique qui sont anti-américaines. Mais en gros, à la Cour pénale internationale de La Haye, Pour laquelle leur lobbying a été efficace. ils ont très bien travaillé, c'était juste. Mais cela montre aussi simplement l'ampleur de leur travail aujourd'hui, quoi qu'ils fassent. Vous voyez, lorsque Al-Haq va faire pression auprès des Nations Unies pour créer la commission d'enquête afin d'enquêter sur Israël, cela crée la base juridique pour les affaires judiciaires contre nous, à la fois à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice à La Haye. Exactement, lorsque nous analysons la plainte sud-africaine contre Israël devant la Cour internationale de justice, tout d'abord, ça a été coécrit par une ancienne employée d'Al-Haq et une ancienne employée de Human Rights Watch. Encore plus intéressant, il avait 22 notes de bas de page renvoyant à des rapports d'organisations non gouvernementales. L'organisation non gouvernementale, la communauté des droits de l'homme ou la façon dont elles ont été manipulées constitue le principal vecteur. Donner une dimension politique ou une coloration politique au langage du terrorisme palestinien, si vous voulez. Donc, encore une fois, pour revenir au rapport, nous n'avons rien découvert que nous ne savions déjà. N'est-ce pas? Étions-nous choqués par le caractère systématique?
méthodique et totalement exhaustif de la chose. Absolument. Tu ne te rendais pas compte que c'était une opération aussi compliquée et délibérée? Une opération minutieuse. Waouh! Imagine une situation. L'un de ces rapports décrit une situation où le ministère du Hamas, les bonnes personnes, amène une délégation en visite de l'étranger du Conseil norvégien pour les réfugiés, l'une des plus grandes organisations humanitaires internationales au monde, financée par le Royaume-Uni, l'Union européenne, le gouvernement allemand, etc., coopérant avec tous les gouvernements du monde, plus ou moins. Et il les emmène dans l'appartement d'un couple âgé à Gaza, bénéficiaire d'une aide, et le couple âgé dit « Notre sol tremble et vibre, et nous craignons qu'il y ait un tunnel sous notre appartement, et, selon le rapport, et personne n'a abordé la question avec eux, ce qui signifie qu'ils savaient et qu'ils ne voulaient délibérément pas le reconnaître. Le mettre par écrit, lui donner une voix, la complicité était totale. Maintenant, comparez cette complicité avec la condamnation. Oui, la condamnation unilatérale, vous savez, incontestée d'Israël, et plus encore que la condamnation. Une campagne mondiale qui présente Israël comme le pire des violateurs de toutes les lois internationales. Ce qu'il savait parce qu'il planifiait, il savait que le 7 octobre provoquerait une énorme réaction de la part d'Israël. Mais il savait aussi qu'ils avaient la communauté de l'aide humanitaire de leur côté. Il savait que tout cela faisait partie du plan. Je veux dire, tout cela est fou quand on y pense, mais en même temps, tellement sophistiqué et tout le monde va dans ce sens. Donc ma question maintenant, c'est où allons-nous à partir d'ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Olga, tu fais le tour des parlements européens pour leur dire ça. Quelle est leur réaction? Quelle est la réaction? Est-ce que tu vois les choses bouger? Parce que toi et moi, nous militons contre l'UNRWA depuis de nombreuses années, moi-même quand j'étais à Jérusalem. Nous avions ce programme scolaire très toxique et haineux sur lequel ton organisation a travaillé. J'ai fait mon travail politique en faisant du lobbying auprès des gouvernements pour qu'ils ne financent pas l'UNRWA, à moins qu'ils ne changent le programme scolaire. Cela n'est jamais arrivé. Les Américains ont cessé de financer sous Trump, repris sous Biden, puis arrêté à nouveau sous Trump. Mais l'UNRWA poursuit ses activités et selon mes sources, ils ont récolté plus d'argent que jamais grâce à Gaza. Alors, comment pouvons-nous arrêter ce cercle vicieux du terrorisme qui alimente les organisations d'aide humanitaire, qui nourrissent les terroristes? Comment y parvenir et quelle est la réaction face à votre travail de lobbying? En effet, vous avez raison, je reviens de Suisse où je me suis exprimée au Parlement à Berne. La semaine prochaine, je présenterai les conclusions du rapport au Bundestag en Allemagne. Parce que c'est un moment crucial, les gouvernements délibèrent en ce moment sur le montant qu'ils souhaitent allouer à la reconstruction de Gaza. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, plusieurs éléments avec lesquels nous devons travailler avec les gouvernements. Écoutez, les organisations non gouvernementales, je ne sais pas, peut-on toutes les combattre? Pouvons-nous essayer d'éradiquer les idéologues dans chacune d'entre elles? Il y aura toujours des fous et de l'activisme politique. Mais n'est-ce pas contraire au principe d'une organisation non gouvernementale? Absolument. Qu'ils soutiennent ou soient complices de terroristes. Nous devrions annuler leur statut d'organisation non gouvernementale. C'est pourquoi nous devons réglementer, nous devons aller voir les gouvernements et nous devons exiger qu'ils travaillent avec nous pour réglementer l'espace public. Cela concerne tous les domaines politiques. Pour le financement, comment choisissez-vous vos partenaires? À qui donnez-vous de l'argent? Que disent les contrats? Comment les contrôlez-vous? Quel contrôle faites-vous? Supervision, responsabilité, la responsabilité de base que nous appliquons à tout autre domaine de la vie, n'est-ce pas public ou très certainement public, mais aussi à tout autre domaine de la vie. Alors nous devons aller voir les gouvernements et dire « D'accord, regardons l'Organisation des Nations Unies. » Vous savez, André est un si bon exemple au final, que ce soit appelé l'UNRWA ou que cela porte un autre nom. Quiconque sera responsable du système éducatif à Gaza devra travailler avec les mêmes 35 000 Gazaouis locaux, n'est-ce pas, pour faire fonctionner tout le système. Qui les contrôlera? Quelles seront les directives? Quelles seront les lignes rouges? Quelles seront les sanctions? Nous constatons cela chez les législateurs, même lors de la législation. Et oui, depuis le 7 octobre, il y a eu un réveil et une prise de conscience beaucoup plus grande. Mais je crains qu'il y ait une certaine confusion quant à la manière de traduire cela en politique concrète qui ait réellement un impact sur le terrain. Parce que même lorsque les gouvernements légifèrent, cela ne veut pas dire que c'est appliqué.
Parce que pour qu'une loi soit appliquée, il faut rédiger un décret d'application précisant exactement quel organisme doit la mettre en œuvre et comment. Et qu'attendez-vous de cet organisme qu'il vous rapporte, disons, dans un an? Et ensuite, il faut aussi prévoir des sanctions juridiquement contraignantes au cas où cet organisme ne mettrait pas cela en œuvre, et ainsi de suite. Donc, il y a encore 5 ou 6 niveaux supplémentaires qui doivent suivre la législation, et légiférer est déjà suffisamment difficile. Mais si je prends du recul maintenant pour essayer de répondre à votre question en une phrase, selon moi. Si les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait bouger les choses à ce sujet, je ne pense pas que nous y arriverons. Je doute que quelqu'un d'autre y arrive. Malheureusement, les Européens ont eu un rôle assez marginal ces 2 dernières années, mais ce qui est inquiétant, c'est que leur principal outil à leur disposition, c'est l'argent, donc ce sera l'aide internationale et l'aide humanitaire. Mais si l'administration américaine, l'administration des États-Unis ne le fait pas, disent nous ne tolérerons aucune affiliation terroriste. Nous ne tolérerons aucune organisation qui n'a pas été correctement vérifiée. Nous refuserons l'Organisation des Nations Unies et ses agences tant qu'elles n'adopteront pas une stratégie contre l'antisémitisme et ne désigneront pas le Hamas, le Front populaire de libération de la Palestine et le Djihad islamique comme organisations terroristes. Je veux dire, nous avons des gouvernements dans le monde entier qui considèrent ces groupes comme des organisations terroristes. Ils sont eux-mêmes confrontés à leurs propres défis, mais l'Organisation des Nations Unies n'a même pas de liste officielle des terroristes. Du tout. Alors, qu'attendons-nous d'eux? Olga! Vous savez, vous dressez un tableau très déprimant de la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Je pense que les Américains, avec Israël et la Fondation d'aide humanitaire pour Gaza, ont fait de leur mieux, ce qui, selon moi, a affaibli le Hamas jusqu'à ce point. Je pense que c'était brillant. La question est, les Américains ont maintenant désigné les frères musulmans dans certains pays comme groupes terroristes. Est-ce que cela aide? Voici la première partie de ma question. La seconde est, voyez-vous un désir d'un système alternatif comme la Fondation d'aide humanitaire de Gaza, de façon générale à Gaza? Avez-vous l'impression que c'est dans l'air? Donc, chaque désignation compte et a de l'importance à plusieurs niveaux. Premièrement, il est important de comprendre que désigner un groupe comme groupe terroriste a avant tout des répercussions financières. C'est ce que c'est. C'est un outil juridique qui dit en gros que vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, vous ne pouvez effectuer aucune transaction financière et les gouvernements concernés ont le droit de perquisitionner les bureaux, de confisquer, de fermer et ainsi de suite. Mais c'est le niveau le plus immédiat, n'est-ce pas? Mais à un niveau politique plus large, cela éduque le public en disant « Le Hamas est une organisation terroriste. Les frères musulmans sont une organisation terroriste. » Parce que, comme nous l'avons vu ces 2 dernières années, il y a trop de gens qui ne savent tout simplement pas, vous savez, quand on leur demande ce qu'est le Hamas. Beaucoup de ces gens-là, que nous appelons des idiots utiles, mais peu importe comment vous choisissez de les appeler. Groupe de résistance? Ils pensaient qu'ils étaient un groupe de résistance. Maintenant, c'est le Hamas. Un nom qu'ils entendent 5 fois par jour aux infos. Ils n'entendent pas la même chose à propos du Front populaire de libération de la Palestine ou du Djihad islamique, n'est-ce pas? Ces éléments comptent vraiment, mais c'est le premier niveau. Regardez la désignation de Samidoun, n'est-ce pas? Les gouvernements américains et canadiens ont désigné Samidoun, l'un des principaux groupes liés à la violence sur les campus. Au cours des dernières années, en Amérique du Nord, ils les ont désignés, et ce qui était incroyable, mais il faut aller plus loin. Ils doivent désigner ou sanctionner tous ceux qui leur viennent en aide, qui lèvent des fonds pour eux actuellement, qui travaillent avec eux, et ainsi de suite. Oui, c'est important, mais il reste du travail. La seconde partie de votre question est plus délicate. Il faut une volonté politique et un capital énorme pour élaborer un modèle complètement nouveau. Si vous voulez, cela signifie tout rénover complètement à partir de zéro. Non seulement la structure et l'infrastructure, mais aussi un paradigme sur la façon dont le monde et la communauté internationale perçoivent l'aide, travaillent à Gaza et considèrent la question palestinienne. Et je ne sais pas si vous et moi avons la réponse à cela. Je pense que nous sommes à un moment historique, face à une opportunité historique qui, je n'en suis pas sûre, se représentera de sitôt.
C'est une occasion de recommencer d'une façon simple de le dire. Mais tu vois ce que je veux dire? Si, maintenant, Gaza va être reconstruite, si on sait à quel point ces organisations sont toxiques et complices, il nous faut quelque chose de nouveau. Organisation non gouvernementale Monitor va sûrement maintenant faire du lobbying auprès du gouvernement américain à ce sujet. Nous allons aller dans tous les parlements du monde et évidemment au Congrès avec ce rapport. Parce que nous pensons que cela apporte enfin des preuves concrètes À ce que nous disions. à ce que nous disions. On disait souvent, là où il y a de la fumée, il doit y avoir du feu. Mais on recevait toujours la même réponse. Donnez-moi des preuves, comme si quelqu'un pouvait fournir un câble d'une organisation terroriste, vous savez, montrant les liens directs, les transactions financières entre eux et d'autres. Mais maintenant, nous en avons réellement. Donc, nous allons présenter cela à tous les parlements du monde, ainsi qu'au Congrès, en espérant vraiment que l'administration américaine aura le courage. Je pense qu'il faut du courage pour réajuster complètement notre façon de voir les choses. Vous savez, on parle souvent de ce qui est bien ou mal, n'est-ce pas? Et nous tous ici en Israël, après avoir vécu ces 2 dernières années, nous voyons maintenant de plus en plus d'otages sortir avec les mêmes discours. Il n'y a pas un seul Gazaoui innocent. Mais je mets au défi les parlementaires en dehors des frontières d'Israël. Et je dis, vous savez quoi? Ne le faites pas pour les Israéliens, ne le faites pas pour les Juifs. Vous voulez fournir de l'aide, vous voulez offrir un avenir meilleur au peuple palestinien. Alors donnez-leur une chance d'avoir réellement une société normale où les gens ne sont pas conditionnés dès la maternelle à nous haïr et à vouloir nous tuer comme la valeur suprême, n'est-ce pas? Et puis, la première façon d'exploiter cela, c'est de renverser complètement l'instrument d'aide. Au lieu de permettre que cela redevienne ce que c'était avant le 7 octobre, c'est-à-dire prêter main forte au Hamas et renforcer son contrôle total sur tout l'intérieur de Gaza. Transformez-le en un agent stratégique positif de changement et de déradicalisation progressive. Mais ce sont de si grands mots et ce n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain, ni même en un an. Il faudrait de l'imagination politique, de la créativité et du courage, presque comme après la Seconde Guerre mondiale. Aborder le projet sous l'angle de la rééducation et donner de l'espoir à toute la région. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Eh bien, le fait que la communauté de l'aide humanitaire ait essentiellement perpétué un groupe terroriste et la misère des Gazaouis devrait être révélé. Et donc, je vous remercie, vous et votre incroyable organisation non gouvernementale Monitor, d'avoir vraiment mis en lumière ce que beaucoup d'entre nous ressentaient, mais que nous n'arrivions pas à identifier. Et maintenant, vous lancez cette campagne pour essayer d'aider les Gazaouis à avoir une société décente, à ne pas vivre dans l'assistanat, le terrorisme et la soumission. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous accomplissez. Olga, j'ai hâte de voir les résultats de ce travail incroyable. Merci. Eh bien, merci Flora pour tout ce que vous faites et pour nous offrir cette plateforme incroyable afin de partager les résultats de notre travail. Et j'espère que toi et moi aurons encore de nombreuses occasions de révéler un peu de vérité. Amen, amen, merci Olga. Merci.